What's the strategy? L'avant-dernier épisode de la saison 2 nous réserve pas mal de surprises et commence à relier toutes les intrigues avant le final. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Quand Diane Welch, si facilement déstabilisée mais incroyablement intègre, est réapparue dans l'épisode 5, j'aurais dû me douter qu'elle était une pièce essentielle du puzzle. À la fin de sa première saison, la série avait clairement établi que tout était lié, et si un personnage réapparaît 2 fois sans raison apparente, c'est qu'une révélation se prépare. Même en ayant deviné la suite, je n'aurais jamais imaginé que Welch serait l'intermédiaire direct de Cooper avec le président des États-Unis. Mais le fait que Diane ait pu aider Cooper à confier la fusion froide à des mains sûres, sans doute très temporaire, et à sauver son mariage n'est pas la grande surprise de la semaine. Non, même avec 200 ans pour y réfléchir, je n'aurais jamais deviné que la tête tranchée de Diane réapparaîtrait 2 siècles plus tard, servant apparemment de processeur central à la technologie de lavage de cerveau de Hank. La découverte de Lucy au cœur de l'abri Voltec soulève de nombreuses questions, notamment celle de savoir pourquoi une congressiste à la voix douce et farouchement anticapitaliste a été choisie pour cette expérience étrange. Mais je me demande aussi pourquoi la série s'appuie autant sur le retour de personnages du passé dans son monde post-apocalyptique actuel. Dans la saison 1, la révélation que Hank et Moldaver étaient des survivants d'avant les bombes était un rebondissement choquant. Or, dans la saison 2, ce même rebondissement se répète. La semaine dernière, nous avons appris que le docteur Wilzig venait lui aussi d'avant, et cet épisode révèle non seulement que la tête de Diane a été plus ou moins conservée pendant toute la durée de l'apocalypse, mais aussi que Steph, la superviseuse de l'abri 32, est une autre membre du club. Je trouve que la série a su créer des liens significatifs entre le passé et le présent, faisant en sorte que chaque flashback soit véritablement essentiel et non pas un simple élément de contexte. Mais ce retour fréquent au même concept, la moitié des personnages ayant été cryogénisés, finit par amoindrir le caractère unique de la position de la Goule, en tant que lien entre l'ancien monde et le nouveau. Même si je ne suis pas encore convaincu de la nécessité d'un nouvel élément perturbateur vieux de 200 ans, le cas de Steph est pour le moins atypique et permet au début d'épisode de cette semaine d'explorer une facette plus sombre de l'histoire. Comme Chet l'a découvert il y a quelques épisodes, Steph est citoyenne canadienne, un pays brutalement annexé par les États-Unis dans la chronologie de Fallout, afin de créer un corridor tactique vers les lignes de front en Alaska. Découvrir cette époque à travers le regard désespéré de Steph offre un contraste saisissant avec le glamour californien et de Las Vegas des séquences de Cooper. C'est la première fois qu'un soldat en armure assistée est aussi terrifiant. La scène restitue parfaitement l'horreur angoissante de l'introduction du premier Fallout, qui dépeignait les troupes américaines comme des brutes exécutant sans scrupule les Canadiens résistants. Ce genre d'oppression marque forcément les esprits, et nous savons maintenant que Steph nourrit une soif de vengeance qui s'étend sur plusieurs siècles, mais on ignore encore comment cela s'intègre à l'intrigue générale. Son évasion du Canada et son périple à travers les États-Unis tissent habilement son récit au cœur de plusieurs intrigues déjà établies, la reliant à Cooper, Hank et peut-être même Robert House. Tout est lié, on ignore simplement encore pourquoi. On sent aussi que toutes les autres intrigues de l'abri sont sur le point de prendre vie. Maintenant que Steph a convaincu Betty de lui donner la boîte à souvenirs de Hank, elle va lui rendre l'appareil en partageant sa réserve d'eau. Voilà qui résout toute l'histoire de la puce d'eau. Mais pourquoi tout cela? Je parie que c'est lié à la découverte du virus à évolution forcée par norme. Quand l'eau commencera à couler, je suis presque certain que de très mauvaises choses se produiront quand les gens commenceront à boire. Sous New Vegas, Hank et Lucy tentent d'aborder des points intéressants sur le factionnalisme. Ce thème a bien sûr été un élément important de la saison et est directement tiré des jeux vidéo. Mais l'affirmation de Hank selon laquelle la Légion est aussi mauvaise que la RNC, vaguement problématique, semble provenir d'une autre version de la série. Une version où le conflit entre ces deux groupes était au cœur de l'intrigue, à l'instar de la guerre civile de la confrérie de l'acier, plutôt que d'être le sujet d'un seul épisode. Nous ne connaissons pas vraiment ces groupes, et Lucy non plus, ce qui diminue l'impact de la décision de leur laver le cerveau ou non. Néanmoins, j'apprécie que cela offre un autre espace pour explorer l'éthique personnelle de Lucy et questionner son propre besoin de trouver des solutions non violentes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de balles que l'on a trouvé une solution pacifique.
À la surface, Maximus, Thaddeus et la Goule font équipe pour infiltrer New Vegas. L'ancien magasin d'équipement de la République de Nouvelle-Californie marque un tournant décisif pour notre chevalier nerveux, Maximus, prenant le contrôle de l'armure assistée de la RNC. Conçue spécialement pour la série, cette armure est, il faut l'avouer, un peu ridicule, un peu comme un T-45 récupéré avec un casque de ranger agrandi soudé dessus. Mais j'adore ce qu'elle représente pour Maximus. Elle lui confère la force qu'il a toujours désirée en tant que chevalier en armure de la confrérie de l'acier. Mais son insigne à 2 têtes d'ours symbolise le juste combat de la RNC, sa faction d'origine, plutôt que la cruauté, les préjugés auxquels il a été contraint de se soumettre au sein de la confrérie. Enfin, Maximus est devenu l'homme bon que son père avait prédit et son uniforme en est la preuve. Si l'armure symbolise la progression de Maximus, elle ne garantit malheureusement pas un affrontement mémorable avec les écorcheurs de New Vegas. Le combat épique tant attendu est plutôt maladroit, et bien que la chorégraphie aurait suffi pour une simple bagarre, elle est loin d'être à la hauteur des duels exigeants contre les écorcheurs. Heureusement, une surprise de taille attend les joueurs de l'autre côté du strip. La Goule active le terminal de Monsieur House et voit apparaître son visage verdâtre sur l'écran. Son existence virtuelle n'est pas une surprise, les fans savent qu'il a survécu au bombardement par des moyens peu conventionnels, mais sa survie jusqu'à aujourd'hui est une révélation majeure. Le destin de House a été scellé par les joueurs à la fin de Fallout New Vegas. Que va donc révéler la série sur une éventuelle fin canon, d'autant plus qu'elle s'en est si bien gardée jusqu'ici. Je pense que cela va au-delà de la simple intégration du schéma « la maison gagne toujours » dans la mythologie de Fallout. Mais quoi qu'il arrive, des réponses intéressantes se trouvent certainement dans le grand final de la semaine prochaine. Quand on pense à la Goule, on imagine un justicier solitaire qui ne fait confiance à personne. Pourtant, dans une vie antérieure, Cooper Howard semble avoir fait preuve d'une confiance démesurée envers des inconnus. Un flashback revient sur les événements qui ont suivi l'acquisition par Cooper Howard de la clé de la fusion froide auprès de Hank McClane. Pour l'aider dans cette entreprise, sa femme, d'ordinaire très secrète à son égard, décide de lui faire confiance et de l'aider à atteindre ses objectifs, même si cela risque de compromettre les siens. Mais Cooper doit bien sûr trouver quelqu'un d'autre capable d'exploiter judicieusement la clé de cette énergie illimitée. Il se tourne donc vers le président des États-Unis. Le problème, c'est que Cooper a été propulsé dans un monde auquel il n'était franchement pas préparé. Malgré son service militaire pendant la guerre, il menait une vie de luxe en tant que star de cinéma et vivait dans une insouciance béate depuis des années, jusqu'à ce que les rumeurs d'une guerre nucléaire imminente viennent bouleverser son existence. Découvrir ensuite que sa propre femme était impliquée dans un complot visant à bombarder les États-Unis avec des armes nucléaires fut un véritable choc. De ce fait, Cooper avait développé une certaine méfiance et se montrait réticent à croire les gens sur parole. Il restait cependant convaincu que certaines personnes étaient fondamentalement bonnes et que des gens comme sa femme avaient peut-être été dans l'erreur. Ainsi, lorsque Barb Howard l'a aidé avec la fusion froide, cela a probablement ravivé en lui une lueur d'espoir en l'humanité. Cooper était également plus enclin à se ranger du côté des opprimés que de celui des puissants. Lors de sa première rencontre avec Lee Moldaver, il fut profondément touché par son combat pour bien faire les choses. De même, il éprouva de la compassion pour une femme politique qui semblait avoir du mal à établir un lien avec ses électeurs et ses pairs. Malgré les obstacles qui l'attendaient, Cooper décida de faire confiance à ces personnes et de s'engager à faire une réelle différence en suivant leur suggestions afin d'éviter une catastrophe mondiale. Malgré tout cela, un moment crucial de l'épisode 7 survient lorsque Cooper apprend qu'il pourrait rencontrer le président et lui remettre la fusion froide, dans l'espoir que l'homme le plus puissant du monde prenne la bonne décision. Mais il est pour le moment incohérent qu'il fasse aveuglément confiance à cette élite politique, compte tenu des événements précédents. Cooper avait déjà du mal à faire confiance à sa femme, et pendant un temps, il n'y a plus eu de confiance du tout. Lorsqu'il a rencontré Robert House, l'homme le plus riche d'Amérique, il a su que cet homme était dangereux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a pensé que le président des États-Unis était digne de son autorité et la personne idéale à qui confier la fusion froide. L'avenir a manifestement prouvé que cette décision était probablement une énorme erreur, et le fait que Clancy Brown, acteur réputé pour ses rôles de méchant, ait été choisi pour l'interpréter ne fait que confirmer que Cooper Howard a eu tort de faire confiance au président. Peut-être était-il naïf, et cela a-t-il changé au cours des 200 années suivantes, ou peut-être sa confiance retrouvée en sa femme s'est-elle étendue à la Maison Blanche. Quoi qu'il en soit, ce fut une leçon coûteuse tirée du sombre passé de Fallout. Thaddeus n'a survécu à la première saison que grâce à une rencontre fortuite avec le charlatan. Le membre de la confrérie de l'acier était à l'article de la mort. L'armure assistée de Maximus lui avait écrasé le pied, le réduisant à un amas de chair, mutilé et inanimé. Mais sa blessure guérit instantanément après qu'il eut inhalé une substance mystérieuse et spéciale qui le rendit également immunisé contre les radiations et la douleur. À ce moment-là, on aurait dit que le charlatan avait transformé Thaddeus en Goule.
Du moins, c'est ce qu'il crut lorsqu'il survécut à une flèche dans le cou peu après. Mais le 7e épisode de la seconde saison révéla qu'il n'était pas du tout une goule. Son nez n'est pas tombé parce qu'il est autre chose. Cet inhalateur était rempli d'un sérum que les fans de jeux vidéo connaissent bien. C'est le même que les spectateurs découvrent maintenant, le virus à évolution forcée. La bonne nouvelle pour Thaddeus, c'est qu'il va pouvoir garder son nez. Enfin, il semble que ce soit le cas. Au lieu de cela, le charlatan lui a injecté le VEF, ce qui l'a transformé en mutant. Pour exemple, les super mutants ne perdent pas leur nez, comme les ghouls. Ils gagnent en revanche en force, en endurance, en vitesse et en capacité de guérison. Malheureusement pour Thaddeus, les mutants VEF développent parfois des anomalies, comme une gueule monstrueuse et répugnante sur la poitrine. Ils peuvent aussi perdre un membre qui se détache subitement. Bref, ingérer une substance inconnue dans les terres désolées, c'est un peu comme gagner à perdre à certains égards. La transformation de Thaddeus en mutant signifie que, malgré son inefficacité face aux écorcheurs, il pourrait bientôt devenir un allié bien plus précieux pour Max. Thaddeus pourrait même se transformer en une sorte de super soldat vert, à l'instar du super mutant récemment introduit, s'il a reçu une forme particulièrement puissante ou efficace du VEF. En revanche, s'il a reçu une version moins stable, plus faible ou de mauvaise qualité, Thaddeus pourrait être voué à un sort bien pire, le réduisant à un amas de chair et de sang, bien loin de son apparence humaine. Sachant qu'il a obtenu son VEF d'un charlatan des terres désolées, eh bien nous souhaitons à Thaddeus bonne chance pour la suite de son périple. Est-il destiné à devenir une gigantesque machine de guerre verte ou un monstre de Cronenberg? Quoi qu'il en soit, Thaddeus illustre à quel point certains éléments majeurs des jeux s'intègrent de plus en plus à la série. La deuxième saison a une fois de plus placé les mutants et le VEF, longtemps considérés comme des éléments importants de cet univers, au cœur de son intrigue. Voltec, les poulains de Bud et Steph se préparent à mener des expériences sur l'abri 33 avec ce sérum mutant. Quant au personnage de Ron Perlman, il se prépare à une guerre contre l'Enclave, ce même groupe maléfique dont la série intègre également une place de plus en plus importante dans son récit. Le pauvre Thaddeus, pris au carrefour de multiples intrigues, ignore tout cela. Il ne sait même pas s'il va garder son nez. Espérons qu'il ne perde pas d'autres membres, car il ignore aussi que lorsqu'un mutant perd un membre, quelque chose de bien pire qu'une bouche sur la poitrine peut le remplacer. La question qui reste, c'est que fait Prime Video avec Fallout? Il commence en délivrant le premier épisode à une certaine heure, puis tout le reste de la saison à une autre heure, et maintenant pour les 2 derniers épisodes, ils rechangent encore l'heure. Mais que font-ils? Ils ne savent pas du tout gérer une licence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.